dans les médias, via des conférences grand public comme celle-ci, via son compte Twitter, son compte Instagram, et via la promotion d'ouvrages grand public, dont son dernier, on n'espère pas le dernier au final, dont le titre est l'Odyssée cosmique, une histoire intime des étoiles, donc qui est également disponible en vente donc à la sortie de la salle avec la librairie partenaire des Quartiers Libres, et pour lequel à la fin de la conférence, Eric continuera une séance de dédicace pour les personnes intéressées. Voilà, donc c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille ici, et donc pour lequel tu vas nous parler de l'univers vu par le télescope spatial James Webb. C'est à toi. Moi, je tiens vraiment à vous remercier déjà toutes les personnes qui sont venues, mais surtout les personnes qui organisent. Je vais pas citer tous les noms, mais je pense que ce que vous faites, ce festival, c'est hyper sympa. Je pense que je vois des gens de tous les âges. Je veux dire que les plus jeunes vont pouvoir découvrir l'astronomie, les plus vieux vont apprendre encore plus, découvrir des choses. Et je pense que c'est important et on a besoin de ça. Moi, j'aime bien me servir de l'astronomie comme une porte d'entrée vers la méthode scientifique. Je pense que tout le monde a déjà rêvé en regardant les étoiles. Et comme on est fourbe, moi je me sers de ça en fait. Je me sers du fait que les gens regardent les étoiles, trouvent ça cool. Je vais vous apprendre comment ça marche les sciences. Donc je vous ai prévenu, si vous n'avez pas envie d'apprendre les sciences, la porte est encore ouverte, vous avez 2 minutes. Mais sinon, vous pouvez rester. L'idée, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'astronomie, c'est la plus vieille science. C'est-à-dire que tout le monde, je ne vous ai pas dit, mais je m'appelle Lagadec, je suis né en Bretagne. Je vais peut-être faire 2-3 allusions à ça. Donc tous les gens qui ne sont pas nés en Bretagne ont eu la chance de voir le ciel étoilé. Moi j'ai découvert le ciel étoilé, j'avais à peu près 21 ans quand j'ai déménagé à Nice, c'était sympa. Et je pense que quand on regarde le ciel, on se pose des questions. Tout le monde s'est déjà posé des questions, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ces étoiles ? Il faut voir que chaque civilisation se raconte des histoires différentes. Qui s'est déjà posé la question pourquoi la grande ours, enfin la casserole, on appelle ça la grande ours, levez la main, qui s'est déjà posé la question ? Et qui se l'est jamais posé ? Et maintenant, qui n'a pas levé la main ? C'est pour voir si tout le monde suit. Non, je pense que c'est important avant de commencer. Il faut savoir qu'il est possible de voir une grande ours sans prendre de substances prohibées. Je vois, il y a des gens de l'Amérique qui sont là, il faut que je fasse attention. Après, il faut quand même voir une ours qui a une queue. Donc, il ne faut pas connaître très bien la biologie. Mais regardez, si on a un ciel qui n'a pas trop de pollution lumineuse et beaucoup d'imagination, on peut voir une grande ours. J'aime bien dire aussi qu'à l'époque, il y avait moins de pollution lumineuse, on voyait mieux le ciel. Et les gens, au lieu de regarder la télé, parce qu'il n'y avait pas la télé non plus, ils regardaient le ciel et je pense que c'était beaucoup plus intéressant. C'est le premier message sur la télé, il y en aura peut-être d'autres qui viendront plus tard. Ça, c'est ce que voient les Européens, mais il faut voir que, par exemple, les Indiens d'Amérique, eux, ils voient la casserole. Assez pragmatique. Hein. Qui s'est déjà dit que ça ressemblait à une casserole, la grande ours ? Je pense que il y en a 3. Ok. Ils voient l'oiseau tonnerre, ils voient l'endroit pour faire le feu, donc c'est très très pragmatique. Les Coréens, vous allez voir qu'ils ont beaucoup d'imagination. Les mecs, ils sont capables de faire une constellation avec 2 étoiles, qu'ils trouvent alignées. Donc pour ceux qui n'ont pas fait de maths, les 2 points sont souvent alignés a priori. Les Inuits, eux, qu'est-ce qu'ils y voient ? Ils voient des caribous. Parce qu'a priori, c'est quelque chose qu'on connaît dans le ciel, ils voient des esquimaux. Enfin, ça aurait été étonnant de voir un caribou décrit, je ne sais pas, sur Hawaï, par exemple. Il faut voir vraiment que le ciel, il raconte un petit peu l'histoire des pays. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'étais fourbe, donc avec le ciel, on peut aussi apprendre des choses. Vous observez le ciel tous les jours, vous allez voir que d'un côté, on a le soleil qui se lève le matin, et de l'autre côté, il se couche. Si on fait un peu d'astronomie, on se rend compte que ce qui se passe, c'est pas le soleil qui se lève et qui se couche. Bon, j'espère que j'apprends rien à personne. Hein, Et la Terre est ronde aussi. Parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent sur Twitter, il y a toujours un Dédé qui dit « Ouais, la Terre est plate ». Donc si Dédé est là, tu vas passer une longue soirée. Mais enchanté. Donc, le fait que le soleil se lève et se couche, c'est dû évidemment à la rotation de la Terre sur elle-même. Les saisons, donc si on observe le mouvement du soleil dans le ciel, on peut se rendre compte qu'il va être plus ou moins haut suivant les saisons, et ces saisons sont dues à l'inclinaison de la Terre sur son orbite. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, l'astronomie était hyper importante pour l'agriculture. À partir du moment où l'être humain s'est sédentarisé, pour pouvoir planter, il fallait connaître les saisons. Je pense que si je vous montre cet endroit, tout le monde connaît.
J'ai eu un non, mais j'ai eu quelques oui aussi quand même. Donc c'est Stonehenge. Stonehenge, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Il faut savoir que le premier observatoire, enfin le plus vieil observatoire connu, c'est en Afrique, c'est à Nabta Playa. Vous n'aurez pas la chance de le visiter parce qu'il était recouvert par le barrage d'Assouan. Et c'était 9000 ans avant Jésus-Christ, les gens observaient les étoiles pour savoir à quel moment il fallait planter. Donc l'astronomie, c'est hyper important. Aujourd'hui, on se pose des questions, je pense que tout le monde s'est posé cette question aussi. Comment s'est formé l'univers? C'est marrant parce que souvent je parle de trucs, je dis c'est assez récent. Donc hier, ça s'appelle pas le club du troisième âge, c'est l'université du temps libre, où je leur disais des trucs de 1930, pour eux c'était assez récent, peut-être que pour les plus jeunes devant, 1930, ça va sembler très vieux. Mais depuis 1930, à peu près, on sait que l'univers est en expansion, on sait que l'univers a 13,8 milliards d'années, et je pense qu'en regardant le ciel, on se pose la question, comment s'est formé l'univers? Donc s'il y a des questions complexes sur ça, je vois qu'il y a des spécialistes, donc je les redirigerai. Samuel, j'aime bien te mettre à l'aise. Une autre question, c'est aussi comment s'est formé le système solaire. Donc notre étoile, le Soleil, et les planètes qui tournent autour, il y a 4,6 milliards d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense qu'il y a vraiment une question que tout le monde se pose. Là, je vais faire une pause. Exoplanète, je ne me pose pas comme question exoplanète, c'est pas vraiment une question. Voilà. Sommes-nous seuls en univers? Je pense que c'est une question. J'ai du mal à croire que personne ne s'est posé la question ici. Et d'ailleurs, c'est assez bien reflété dans la pop culture. Je pense que j'ai fait un petit coup de Google extraterrestre. On en voit plein. Enfin, dans la culture commune internationale, on a tous un petit peu cette vision de différents extraterrestres. Il faut faire attention, il y en a qui font plus peur que d'autres. Je l'ai faite hier à Nice, j'ai pas eu le même succès. Mais j'ai osé. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Je sais pas comment je dois prendre des applaudissements, là. Mais il faut savoir aussi que cette question de vie ailleurs, ça occupe les cerveaux les plus brillants. Moi, là, je vois Elodie qui est là au premier rang, il y a des gens vraiment brillants. Mais du coup, on a voulu mettre les personnes les plus brillantes de la Terre pour travailler sur cette question, et j'espère qu'on arrivera à trouver une solution. Les bandeaux sont vrais, hein, c'est Dieu, une équation à combien d'inconnus, et les mathématiques ne sont plus obligatoires en première et en terminale. Donc on a vraiment des grands scientifiques. Mais plus sérieusement, toutes ces questions auxquelles on veut trouver des réponses, la plupart du temps, ce qu'on utilise, c'est la lumière. Il y a quelqu'un qui fait oui, ouais, le mec qui perd toi, ouais. N'hésitez pas, mais j'aime bien interagir avec les gens. Je pense que l'une des plus grandes révolutions, c'est en 1609, quand Galilée pointe sa lunette sur le ciel. Il se rend compte qu'il y a des phases de Vénus, il observe qu'il y a des lunes qui tournent autour de Jupiter, donc on se rend compte que la Terre n'est pas le centre de l'univers. C'est une assez grande révolution. Pour moi, je voulais mettre quelqu'un, je pense que la meilleure illustration que j'ai pu trouver, c'est Vera Rubin. Qui connaît Vera Rubin ici? Ouais, tous les astronomes. Mais en fait, je pense que si je vous demande de citer 10 astronomes, ou 10 scientifiques hommes, tout le monde arrivera à trouver, 10 femmes, ça va être plus compliqué. Donc pour moi, c'est hyper important de rappeler qu'il y a des femmes brillantes qui ont fait avancer les choses en astronomie, et Vera Rubin est certainement l'une des plus brillantes astronomes des 30, 40, 50 dernières années. Elle aurait certainement dû avoir un prix Nobel, mais elle n'a pas eu, malheureusement, elle est décédée depuis. Donc j'ai voulu mettre Vera Rubin. On fait aussi des grands télescopes, comme on voit ici en bas à gauche au Chili, avec des développements importants, notamment à Marseille. Et il y a aussi des télescopes dans l'espace, comme ici le télescope Hubble. Il y a des gens qui ont révisé avant et tout. Mais je ne suis pas venu vous parler de ça. Donc, vous pouvez oublier tout ce que je viens de vous dire. Je suis venu vous parler du télescope qui s'appelle comment? Moi, je préfère dire le JWST, mais c'est des raisons personnelles. Il faut savoir que ce télescope, c'est le plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace. Je ne sais pas si vous imaginez, on a envoyé un terrain de tennis dans l'espace. Bon, Nadal et Federer étaient occupés, ils ne sont pas allés. Mais on a envoyé un truc énorme. Et pourquoi on a envoyé un télescope énorme? Donc la question qu'on va se poser, t'inquiète, je vais répondre, mais c'est des questions rhétoriques. Je me pose des questions moi-même et je vous en poserai tout à l'heure. Je vous ai dit que j'étais breton. J'ai donné cette conférence dans le Finistère il y a 3 jours. Ils ont très bien compris l'analogie. Je disais, en fait, un télescope, c'est un petit peu comme un seau à lumière. Donc, je veux dire, s'il pleut, vous mettez un seau dehors. Et ça leur parlait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Et si vous voulez recevoir plus d'eau, il suffit de mettre un plus grand seau. Un télescope, plus il est grand, plus vous allez recevoir de la lumière. Et là, non, j'ai oublié. Non, j'ai une astuce. Tiens, imagine, j'ai un briquet. Non, je ne vais pas te brûler. C'est rare, j'ai le droit de brûler que quelques personnes, mais je fais plutôt les vieux d'abord. C'est pas vrai. Hein. Donc la lumière, elle est plus brillante pour toi que pour les personnes au fond, vous êtes d'accord? Donc en fait, si on a un grand télescope,
on peut observer des objets qui sont plus loin. Donc on peut observer des objets qui sont moins lumineux. Donc avoir un grand entonnoir à lumière, ça va permettre d'observer des choses qui brillent très peu. Un autre truc hyper intéressant, ça c'est les lois de l'optique qui montrent ça, que plus un télescope est grand, plus ça permet de voir des détails. Imaginez par exemple, vous êtes en voiture, vous suivez quelqu'un sur l'autoroute, vous essayez de lire la plaque, ou ce qui est écrit en dessous, vous n'arrivez pas, vous pouvez soit vous approcher, c'est un peu dangereux, ou alors vous prenez un télescope ou des jumelles et vous arrivez à lire ce qui est écrit. Donc un télescope, ça permet de voir plus de détails. Comme une image parle plus que des paroles, là j'ai mis des images de télescopes de plus en plus grands et vous voyez qu'on voit de plus en plus de détails. Je pense que je n'ai pas à vous convaincre que les images sont mieux. Et on reçoit plus de lumière. Par exemple, ici, on voit qu'on n'a pas de lumière. Ben là, on voit qu'il y a plusieurs étoiles. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais si vous aviez de plus grands yeux, vous seriez de meilleurs astronomes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle breton ici? À Morlaix, il y en a eu 2-3, mais ici... Mon nom, Lagadec, ça veut dire grand œil en breton. Ça ne veut pas dire que je suis un bon astronome, hein, mais ça veut dire qu'au moins j'ai un nom approprié. Quelque chose d'important aussi à rappeler, moi j'aime beaucoup rappeler le côté collectif de la recherche. Souvent les gens ils pensent à des personnes qui travaillent dans leur coin. Les projets de recherche, c'est des projets avec énormément de personnes. Là, on est à Baltimore avec une grande partie des gens qui ont travaillé sur le projet. C'est aussi le travail d'une vie. Donc il y a des gens... Moi j'ai travaillé, quand j'étais aux États-Unis, avec un mec qui travaillait sur le James Webb depuis 10, 15, 20 ans, qui est mort avant le lancement du télescope. Mais parce qu'il faut voir les choses d'un point de vue positif, il y a des gens qui ne sont pas nés aujourd'hui qui travailleront sur ces données. Parce que c'est vraiment des échelles de temps très longues. Et aussi parce que je pense que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas que la NASA. C'est un projet porté par la NASA, l'Agence spatiale américaine, mais aussi l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Souvent aussi, les gens disent que le télescope James Webb, c'est le successeur de Hubble, mais il y a une grosse différence. C'est que le télescope James Webb, il fonctionne dans l'infrarouge. Vous savez, si vous prenez un arc-en-ciel, qu'est-ce qui se passe? Il y a une goutte d'eau qui va décomposer la lumière dans ses différentes couleurs, donc ça va aller du violet au rouge. Mais il y a de la lumière que notre œil ne peut pas voir. Si on va vers la gauche, on va vers les courtes longueurs d'onde, donc les grandes énergies. Vers la droite, c'est plutôt les grandes longueurs d'onde et les petites énergies. Et là, c'est de l'infrarouge. Gardez-le en tête, parce que je pense que je vais vous rappeler 10, 15, 20 fois. Alors maintenant, il y a une question. Je vous ai dit qu'il fallait avoir... Plus on avait un grand télescope, plus on recevait de la lumière, plus on voyait des détails. Hop, c'est facile à dire, je le refais. Plus on voyait des détails. Donc là, actuellement... On travaille sur des télescopes qui font 8,2 mètres, qui sont au Chili. Vous connaissez le nom de ce télescope? Enfin, vous n'avez pas le droit de répondre. C'est le Very Large Telescope. Donc, les Européens, en 1998, ils ont construit un très grand télescope. Ils se sont assis autour d'une table, ils ont dit on va chercher un nom. Et le nom qu'ils ont trouvé, c'est Very Large Telescope. Bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire le très grand télescope. Rigolez pas, parce qu'aujourd'hui, on est en train de construire un plus grand. Ça va faire presque 40 mètres de diamètre. Et il s'appelle l'Extremely Large Telescope. Je pense que c'est les mêmes mecs qui sont au-dessus. Non mais vous rigolez, mais c'est avec vos impôts. Hein. À Marseille, ils ont proposé le Tarpin Large Telescope. Il y a même un poster et tout. Et moi, j'avais proposé le FLT pour le... Il y a des enfants, je ne vais pas dire ce que c'est le F. Et pour tous les Marseillais, là, c'est un bâtiment, un petit bâtiment dans une petite ville dont tout le monde s'en fout, en fait. Personne n'est jamais allé là-bas, ça n'existe pas. J'aime beaucoup Marseille. C'est bon? C'est la porte d'Aix, exactement. On a fait un télescope grand comme la porte d'Aix. Le problème qu'il y a, donc la question quand même, revenons-en un petit peu à la science, pourquoi on construit des télescopes dans l'espace? Le problème, c'est que l'atmosphère nous gêne. Moi, personnellement, en tant que Breton vivant sur la Côte d'Azur, l'atmosphère, ça me sert, c'est assez utile, sinon je pense qu'on éteint la lumière, je deviens complètement rouge là, avec les rayons ultraviolets. Mais l'atmosphère va empêcher une partie de la lumière d'arriver sur les télescopes. Là, en marron, c'est tous les endroits où la lumière n'arrive pas à traverser. Donc elle traverse dans le visible, dans l'infrarouge, c'est pas parfait, et ça va poser des soucis. Par exemple, est-ce que quelqu'un a déjà vu des images comme ça? Bon, a priori, des images de vidéosurveillance où vous voyez des éléphants, c'est assez rare. Mais ce qui est intéressant, là, c'est de montrer que quand on observe dans l'infrarouge, on voit les choses qui émettent à température ambiante. Donc là, par exemple, si on éteignait la lumière et que je prenais une caméra infrarouge, je vous verrais dans l'infrarouge, parce que vous émettez, parce que votre température est à peu près 20, 30 degrés, 40. Si c'est beaucoup plus, ça va commencer à être un peu compliqué. Donc, le souci, c'est que les choses à température ambiante émettent dans l'infrarouge, ce qui veut dire que l'atmosphère de la Terre émet dans l'infrarouge.
Moi, je suis un astronome infrarouge depuis plus de 20 ans, et dans l'infrarouge thermique, je ne sais pas si j'ai déjà observé une étoile qui était plus brillante que le ciel. Vous allez me dire, il est con le mec, ouais, mais il assume. Mais c'est assez compliqué. Donc, à cause de l'atmosphère, si on observe dans l'infrarouge, c'est comme si vous observiez le ciel avec les pleins phares dans les yeux. On voit vraiment rien. Donc aller au-dessus de l'atmosphère, ça permet de s'affranchir de ça. Il y a des problèmes de turbulence aussi. Ça, j'en ai parlé quand j'étais dans le Finistère, ça ne leur parlait pas, mais imaginez une journée où il fait chaud. À Marseille, ça devrait être bon. À l'horizon, on regarde, on a l'impression que c'est flou. C'est ce qu'on appelle la turbulence, c'est juste des mouvements d'air. Ben, ces mouvements d'air vont nous gêner énormément pour faire de l'astronomie, mais heureusement, à Marseille, il y a des gens brillants, je les regarde au premier rang, qui font des choses pour nous affranchir de ça. Mais aussi, on ne construit pas des télescopes juste parce qu'on a une technologie, on balance le truc. Enfin, on ne va pas construire un télescope qui coûte 10 milliards d'euros en disant bah, tiens, on sait faire un truc infrarouge, on le balance, on va voir ce qu'on fait. En général, ce qui se passe, c'est qu'on se dit quelles vont être des questions scientifiques auxquelles on pourra répondre. Le James Webb permettra de répondre à énormément de questions scientifiques. Là, c'est pour éviter les commentaires de tous les chercheurs qui disent « il y a ma question qui est super intéressante aussi ». Donc là, c'est les quatre principales, on va dire. On va essayer de comprendre à quoi ressemblait l'univers jeune, comment les galaxies ont évolué, comprendre le cycle de la matière. Donc ça, vous savez, nous sommes des poussières d'étoiles. Je peux vous faire une conférence d'1 heure dessus si vous voulez, mais ça risque de déborder. Mais vous avez tous entendu cette phrase qui dit que nous sommes des poussières d'étoiles parce que tout ce qu'il y a en nous vient soit d'étoiles qui sont mortes avant la naissance du Soleil, soit du Big Bang. Donc comprendre un petit peu tout ça, comment la matière évolue. Et quelqu'un tout à l'heure a gueulé exoplanètes. Donc c'est aussi cette question, c'est savoir à quoi ressemblent ces exoplanètes. Est-ce qu'on pourra trouver de la vie ailleurs? C'est bon? Alors pourquoi l'infrarouge? J'ai dit tout à l'heure que depuis 1930 à peu près, on sait que l'univers est en expansion. Vous voulez que je fasse les pompiers? Tu peux le faire qui se rapproche? Et qui s'éloigne? Il fait super bien. Hein. On m'a dit aujourd'hui qu'il y avait une porte ouverte chez les pompiers de Marseille. C'est vrai en plus, j'imagine que tu as été faire un tour. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes en voiture, que vous entendez la sirène des pompiers, vous savez si elle s'éloigne ou si elle se rapproche. Je pense que c'est instinctif. C'est parce qu'on est habitué. Ah, il faut que je me mette dans la lumière, apparemment. Là, comme ça? Mais du coup, je ne vois plus rien, je ne vois plus les gens. Mais ce qui se passe, c'est qu'une source en mouvement, sa fréquence se décale. Donc, là, c'est le son pour les pompiers. Pour la lumière, quelque chose qui s'éloigne de nous, la lumière va se décaler vers le rouge, si elle se rapproche, elle va se décaler vers le bleu. Donc, comme l'univers en expansion, les galaxies s'éloignent de nous, leur lumière se décale vers le rouge. Et plus elles sont loin, plus elle est décalée vers le rouge. Donc si on veut voir les premières étoiles et les premières galaxies, elles émettent énormément de lumière plutôt dans l'ultraviolet. Mais comme elles s'éloignent de nous, la lumière qu'on reçoit, elle est dans l'infrarouge. Donc avoir un télescope infrarouge, c'est pratique. En plus, ça va émettre très peu de lumière, comme c'est loin, vous vous rappelez du briquet, je t'ai pas brûlé. Donc avoir un grand télescope qui fonctionne dans l'infrarouge, ça va permettre de voir ces premières étoiles et ces premières galaxies. Un autre truc cool, c'est que dans l'infrarouge, on peut voir à travers la poussière. Vous avez dit tout à l'heure qu'on voulait comprendre le cycle de vie des étoiles. Donc les étoiles se forment, elles naissent et elles meurent, et souvent elles naissent et elles meurent dans des cocons de poussière. Donc on ne peut pas les voir. L'infrarouge, ça permet de passer à travers la poussière. Là, je vais regarder les personnes un peu plus âgées, parce que je pense que toi, tu n'as pas connu ça. Vous vous rappelez les radios où il y avait les grandes ondes? Vous passez dans un tunnel, regardez-vous, mais c'est juste parce que vous êtes au premier rang, ne le prenez pas personnellement. J'aurais très bien pu prendre la personne juste derrière. Quand vous êtes dans un tunnel, les ondes sont trop courtes, elles n'arrivent pas à passer à travers le tunnel, alors que les grandes ondes passent. C'est exactement la même chose avec l'infrarouge, c'est une plus grande longueur d'onde. Donc là, on a une zone observée dans le visible. Dans l'infrarouge, on voit au travers de la poussière. La poussière, ici, c'est ces trucs-là. Donc on peut voir au travers, on peut mieux comprendre la formation des étoiles. Est-ce que vous êtes prêts à faire waouh? J'aime bien faire waouh aux gens. Il y a un autre truc super cool. Non, c'est pas là, non. Putain. Après, il faut que ce soit spontané. Mais je vous dis quand c'est. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, vous reconnaissez une galaxie, vous avez déjà vu des galaxies comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit la poussière. La poussière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle absorbe la lumière dans le visible. Donc ça fait ces traînées noires. C'est juste qu'il y a une absence de lumière parce que la poussière est absorbée. Mais la poussière va absorber la lumière dans le visible et la réémettre dans l'infrarouge. Ça va bientôt venir, le waouh. Imaginez, si on regarde la même galaxie dans l'infrarouge, on va voir l'émission de la poussière. Et regardez.
J'aime bien l'enthousiasme des gens qui viennent à des conférences d'astronomie. Non, mais vous êtes d'accord que du coup, si on veut comprendre... J'ai pas entendu, mais on va dire que c'est bon. Donc si on veut vraiment comprendre à quoi ressemble, comment est distribuée la poussière, l'infrarouge, c'est super. Je dis pas ça parce que c'est ce que je fais moi, donc j'ai fait faire moi pour mon sujet de recherche, mais c'est pas mal quand même. Là, il y a un autre truc, pour moi, c'est l'une des choses les plus incroyables qu'on soit capable de faire aujourd'hui. Et là, je sais qu'il n'y aura pas de wow parce que c'est pas forcément beau à première vue, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez voir, pas de spoiler. Cette vidéo, c'est une étoile qui se trouve à 133 années-lumière, et les 4 points que vous voyez tourner, c'est des planètes autour d'une autre étoile. Et ça, c'est des vraies images. Ça, il y a des collègues à Marseille qui travaillent là-dessus. Pour moi, c'est incroyable. En 1995, on ne savait pas s'il y avait des planètes autour d'autres étoiles. En 1995, à l'Observatoire de Haute-Provence, l'endroit d'où vient ce magnifique bouquet, on a super les accessoires. On a découvert pour la première fois une planète qui tournait autour d'une étoile semblable au Soleil. 1995, vous êtes d'accord, c'est hier. À l'échelle de l'humanité, aujourd'hui, on est capable de faire des images de ces planètes et même de voir les planètes qui tournent autour de leur étoile. J'aime bien m'imaginer que peut-être là, sur ces planètes-là, il y a des astronomes brillants qui ont construit des télescopes et qui font des images de notre système solaire et qui voient des étoiles qui bougent, enfin des planètes qui tournent autour d'une étoile. Ils se disent, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui raconte des conneries dans une salle à Marseille. Et donc l'intérêt d'être au-dessus de l'atmosphère, c'est justement pour faire ces images-là. On n'a pas de turbulence, donc on peut avoir un meilleur contraste, une meilleure résolution angulaire, ça veut dire réussir à séparer l'étoile de la planète. Et aussi, on peut l'observer dans toutes les couleurs. Et dans l'infrarouge, il y a beaucoup de signatures spectrales, donc c'est des signatures des différentes molécules qui sont dans l'infrarouge. Donc si on veut voir quel type de molécules il y a autour de ces planètes, donc si on veut comprendre l'atmosphère de ces planètes, il faut l'infrarouge. Je vous ai convaincu que c'était cool l'infrarouge? Que les James Webb c'était cool? C'est pas encore parti. Maintenant, je ne sais jamais quel est le niveau de l'auditoire, donc je me dis que c'est toujours mieux de rappeler les bases. Donc on va faire 13,8 milliards d'années d'évolution de l'univers. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Je vais faire une en temps réel. Donc, il y a 13,8 milliards d'années, l'univers se forme. En gros, on a tout l'univers contenu dans une tête d'épingle. Il fait infiniment chaud, c'est infiniment dense. Et depuis le Big Bang, l'univers est en expansion. L'univers est en expansion, ça veut dire qu'il se refroidit. Qui a le tableau de Mendeleïev au-dessus de son lit? Voir s'il y a des fans de chimie. Il y en a deux. Achetez-vous une vie, j'ai envie de... Non. Il faut savoir que le Big Bang a formé principalement les atomes les plus simples du tableau de Mendeleïev, c'est l'hydrogène et l'hélium. L'hydrogène, on a un noyau, c'est un proton, et un électron en noir. Il fait tellement chaud après le Big Bang que les électrons n'arrivent pas à s'attacher au proton. Donc on est à une sorte de brouillard. Vous savez comment ça marche? Le brouillard, c'est de la vapeur d'eau et la lumière n'arrive pas à traverser. Là, c'est un brouillard qui est fait d'électrons. Donc la lumière ne peut pas s'échapper. L'univers en expansion se refroidit au bout de seulement 379 000 ans. On a des échelles de temps un peu différentes quand on fait de l'astronomie. Et vous êtes d'accord que 379 000 ans, c'est super rapide. Je regarde mes collègues astrophysiciens, c'est hyper rapide. L'univers fait assez froid que les électrons arrivent à s'attacher au proton. Et c'est là qu'on a eu la première lumière. Donc on a une lumière qui baigne dans tout l'univers. Donc si vous regardez dans toutes les directions de l'univers, vous avez cette lumière-là. Là, je vais regarder encore les personnes un peu plus âgées. Ne le prenez pas personnellement encore. Hein. Qui se rappelle d'avoir une télé mal réglée avec des points noirs et blancs? Est-ce que vous savez qu'à peu près 10-15% de ce que vous regardiez, c'était le Big Bang? Et c'est sûrement mieux qu'une télé bien réglée aujourd'hui. Hein. J'ai dit du mal d'Hanouna déjà? Non. Okay. Personnellement, je préfère regarder le Big Bang. On continue? Quelques centaines de millions d'années, ça va arriver, j'ai raté le bouton visiblement. Quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, là j'ai mis 500 millions, mais c'est sujet à discussion. Sous l'effet de la gravitation, donc on a ces immenses nuages de gaz qui sont faits de quels atomes? Voir si vous suivez, si vous avez une mémoire de moins de 2 minutes. Hydrogène et hélium. J'ai entendu potassium. Donc hydrogène et l'hélium. Sous l'effet de la gravitation, si je lâche ce briquet, qu'est-ce qui va arriver? Il va se casser. Ouais, non, la gravitation, on va le rappeler vers en bas. Ce que j'aime bien dire, la gravitation, c'est quelque chose que mes étudiants ressentent fortement tous les vendredis matins. La gravitation va permettre à tout ce qui a une masse de se rapprocher, de former des structures de plus en plus grandes. Donc c'est comme ça qu'on va former les premières galaxies, dont la Voie lactée.
va rentrer en détail tout à l'heure. Il y a 5 milliards d'années, ce ne sont pas des vraies images. Hein. Je n'ai pas de vidéo de la formation du système solaire. Désolé de vous l'annoncer. Ce qui se passe, c'est qu'on a encore une fois un nuage de gaz qui, sous l'effet de la gravité, va se contracter. Il va se contracter tellement que les atomes qu'il y a au centre vont se rapprocher pour fusionner. On va former une étoile. Autour, on va former un disque. Si vous n'avez pas de questions à la fin, que vous ne savez pas quoi comme question poser, que vous voulez vous voir faire du patinage artistique, demandez pourquoi ça forme un disque. En général, il y a quelqu'un qui pose la question. À la fin. Dans ce disque, on va avoir des structures, des sortes de grumeaux qui vont se former. Donc c'est de la poussière qui va devenir de plus en plus grande. Ça va former des planètes. Ces planètes vont former des sillons. Ça, c'est des choses assez spectaculaires. Aujourd'hui, on arrive même à observer des objets comme ça. Donc voilà ce qui s'est passé il y a à peu près 4,6 milliards d'années. Mais le but, c'est de vous parler du James Webb. Pour l'instant, je suis venu, il faut écouter une conférence sur le James Webb, le mec, il ne l'a pas encore mentionné. Alors voici, je pense, l'un des plus beaux cadeaux de Noël qu'aient pu recevoir les astronomes. On est le 25 décembre 2001. Je ne sais pas s'il y a du son. Non, c'était le 25. Non, on est en 2024, mais le lancement, c'était en 2021. Oh. J'ai dit 2020 2001, ouais. Écoutez, je ne sais pas si vous entendez. Attention, il faut bien écouter. 5, 4, 3, 2, unité. Est-ce que vous savez pourquoi il dit unité au lieu de 1? Non, c'est parce qu'imaginez pendant le truc, il y a un mec qui fait 1, puis hop, ça part, donc ça serait un petit peu con. Donc il disait unité pour éviter qu'il y ait des conneries comme ça. Ça serait quand même emmerdant. Donc c'est un télescope qui a été lancé depuis Kourou, en Guyane. Et il faut savoir, donc c'est une fusée européenne. Et c'était un énorme succès. Je pense qu'on a gagné entre, on ne sait pas encore exactement, mais 10, 20, 30 ans de vie du télescope grâce au lancement qui était un grand succès de Ariane 5, qui était d'ailleurs le dernier lancement. Je dois vous avouer que les astronomes étaient un peu stressés ce jour-là. Mais ils n'étaient pas stressés que ce jour-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a eu cette image aussi. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Ça, c'est la dernière image qui a été prise du télescope. Donc ils avaient installé une caméra sur la... Ils ont vu le télescope partir. Il faut savoir que ce télescope, il fait 6,50 mètres, il ne tenait pas dans la fusée, on a dû le plier. Et là, vous le voyez, au-dessus de la Terre, entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Et c'est la dernière fois qu'on allait voir ce télescope. Pourquoi? Parce qu'il partait en voyage. Et un petit voyage, 1,5 million de kilomètres. En général, les gens font « Waouh, attends, je vais refaire ». Un petit voyage, 1,5 million de kilomètres. Bon, je peux continuer, du coup, vous faites beaucoup de bruit quand même. Donc pourquoi 1,5 million de kilomètres? C'est un télescope qui a été placé à un endroit qu'on appelle un point de Lagrange, c'est un des points stables du système solaire, enfin du système entre la Terre et le Soleil. Ce qui fait que ce télescope, il tourne, là, il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et il est en permanence dans l'ombre, parce qu'il ne reçoit quasiment pas de lumière du Soleil. Et il peut pointer en permanence vers la Terre, donc il peut envoyer ses données. Pourquoi c'est important? Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui était à température ambiante émettait dans l'infrarouge. Donc si on veut observer l'infrarouge, il faut que le télescope émette le moins possible d'infrarouge. Donc il faut qu'il soit le plus froid possible. Donc on a un immense pare-soleil. D'un côté, il fait 85 degrés Celsius, de l'autre, il fait moins 233. C'est assez efficace. C'est simple à dire, mais à faire, ça a été je vais dire un bordel, mais je ne vais pas redire bordel, parce qu'il y a des gens de la mairie. Ça a été compliqué. J'aime bien mettre les gens à l'aise. Il faut savoir qu'en général, une mission spatiale, il y a 4 ou 5 points clés qui, si ça ne marche pas, la mission, elle ne marche pas. 4-5, c'est déjà beaucoup. Là, il y en avait presque 300. Donc c'était un défi énorme, donc il fallait que le télescope se déploie. Il y a les antennes pour envoyer les données. Là, c'est l'immense pare-soleil, c'est plusieurs couches qui font même pas 1 millimètre d'épaisseur qu'on va devoir mettre en tension pour supprimer la lumière du Soleil. Donc le télescope, il va faire 1,5 million de kilomètres. Vous voyez, il est plié là. Il va falloir aussi le déplier. Et tout ça, c'est contrôlé en grande partie depuis Baltimore, où les gens, je pense qu'il doit y avoir quelques sueurs à chaque fois. Bon, on appuie sur le bouton, est-ce que ça marche? Hop, ah, c'est bon, ça a marché. Quelqu'un m'a dit pourquoi ils l'ont pas fait comme ça. C'est pas une tente Quechua. C'est plutôt le déploiement du télescope, c'est plutôt quand on la remet la tente Quechua. Ça prend beaucoup de temps. Donc ce télescope se déploie petit à petit, il va être mis en tension. Et ce qui était rigolo, c'était que pendant le lancement, on pouvait suivre au jour le jour un petit peu tout ce qui se passait. Donc on pouvait voir vraiment la température du télescope, où il était, c'était super cool.
Ça a marché. Vous avez vu les images, donc le suspense n'est pas incroyable. Ce télescope a 18 miroirs. Donc au départ, quand on a pointé la première étoile, on voyait 18 étoiles. Ça donnait ça. Après, il fallait s'amuser à identifier quelle étoile correspond à quel miroir, en bougeant un tout petit peu le miroir, en voyant qu'est-ce qui bouge. C'était fastidieux, c'est une façon polie de dire chiant, parce que j'ai pas le droit de le dire comme il y a des enfants. Donc petit à petit, ils ont réussi à identifier de quel miroir venait chaque image pour obtenir une super image d'une étoile. Donc il faut savoir que toutes les étoiles qu'on verra avec le James Webb seront à cette structure. Si vous avez des questions, il y aura quelqu'un pour vous répondre. L'optique nous explique que ça fait ça. Donc ça fait cette sorte d'étoile à 6 branches. Et là, donc on est le 25 février. Le 16 mars, on a cette image qui arrive qui est assez incroyable. Franchement, je vois cette image, ils ont pointé une étoile dans le ciel où il n'y avait rien autour, et chaque petit point que vous voyez là, c'est une galaxie. Et notre saut à lumière, il marche plutôt bien. Et là, on se dit, waouh, ça va être cool. Vous n'êtes pas convaincu que c'est impressionnant? Non. Je vais vous convaincre, parce que je sais être convaincant. Regardez, c'est ce qu'on avait avant et maintenant. Donc ça, c'était avec Spitzer, le télescope d'avant. Vous voyez la différence? Si vous ne la voyez pas, là, il faut... Je me suis amusé de mon côté à comparer avec ce qu'on faisait au sol. Donc à gauche, c'est ce qu'on a avec le James Webb. À droite, c'est ce qu'on fait au sol. Vous êtes convaincu que c'est un peu mieux? Ça va, merci. Je suis super convaincant. Le 6 juillet, on a cette image extraordinaire. Là, c'est juste une image de test qui regarde comment le télescope peut pointer. Et là, on voit des galaxies partout. Donc une galaxie, il faut savoir que c'est des centaines de millions, des milliards d'étoiles. Et là, peu importe où on pointe, on voit des galaxies partout. Et là, le point noir au milieu, c'est juste que c'est très brillant, en fait. Ce qui se passe, c'est que la NASA et l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale canadienne annoncent on va vous sortir les 5 premières images. Donc les 5 premières images vont arriver. Là, j'étais en vacances, et comme je suis en vacances, je coupe, évidemment, enfin, c'est hyper important, l'astronomie, c'est pas du tout une passion, donc je coupe complètement. C'est du second degré pour Dédé, c'est d'ailleurs qui me disait que la Terre était plate. Je ne sais pas s'il est resté. Il y a un pote qui bosse à Baltimore pour Julien Girard, pour ne pas le citer, je l'ai cité peut-être, qui m'envoie un message un peu 24 heures avant, en me disant on est dans la merde, il y a Joe qui va présenter l'image. Je dis Joe, c'est qui? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le mec qui a dit ouais, je suis allé en Europe, j'ai rencontré le président de l'Allemagne, François Mitterrand. C'était il y a quelques semaines. Pour ne pas le citer aussi, j'ai un ami qui s'appelle Guillaume Meurice qui dit à chaque fois ça prend du temps avec Joe Biden parce qu'il faut lui rappeler qu'il faut baisser son pantalon pour pisser. Donc c'est... J'ai pas dit ça, j'ai cité quelqu'un. Quand j'assume pas, je cite Guillaume. Donc, c'est Joe Biden qui va présenter l'image. Et là, vous avez déjà fait des musiques d'attente ou des trucs interminables que ça vous attendez, vous allez bientôt être pris. Là, la musique, c'était de la musique d'ascenseur, mais genre le truc, ça dure à peu près 25 secondes. Et ça s'arrête pendant 3 secondes, on se dit c'est bon, ça va partir, et ça repart. Et c'est de la musique d'ascenseur, franchement, de David Guetta à côté, c'est un truc, c'est génial, quoi. C'est genre... Les astronomes étaient fous. Enfin, sur Twitter, tout le monde devenait fou, mais ça durait 1h30. Donc 1h30 à chaque fois. Hop. Pour vous dire comment les gens s'embêtaient, la NASA, de temps en temps, montrait des images, ils ont montré cette image, il y en a qui se sont amusés par transparence à voir ce qu'ils regardaient, et à regarder ce que c'était dans le ciel. En 1h30, on avait le temps de trouver les coordonnées des trucs qu'on voyait dans le ciel. Donc on a su ce que Joe allait montrer, et c'était cette image qui est vraiment incroyable. Donc là, on voit Joe qui la présente. Enfin, Joe, c'est Joe Biden, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le président des États-Unis. Et François Mitterrand n'est plus président de la France, pour ceux qui n'avaient pas compris. On sait très bien que c'est Giscard. Cette image, esthétiquement, c'est peut-être pas la plus belle, mais imaginez, tendez votre bras comme ça. Non, faites-le vraiment. Vous avez une excuse, vous avez froid, vous avez une... Imaginez que vous avez un grain de sable sur le bout du doigt. Et regardez le ciel. Vous voyez une fraction du ciel qui est très très petite. On a l'impression que je suis devant une secte là, mais dans une fraction aussi petite du ciel, on voit des milliers de galaxies. Certaines sont relativement proches et certaines, la lumière a mis jusqu'à 12 ou 13 milliards d'années à nous arriver. Je ne sais pas si vous imaginez la sensation d'ivresse qu'on a en regardant ça, quoi. Je me suis aussi amusé à regarder un petit peu les détails. On a un télescope qui permet de voir à quoi ressemblent ces galaxies, comme il est grand. Et il y a un autre truc qui est hyper utile aussi pour ça, c'est qu'on a utilisé un amas de galaxies comme lentille.
ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle, c'est quelque chose qui a été prédit par Einstein. Si on a une grande masse, elle va déformer à la fois l'espace et le temps, et la lumière, elle va prendre un chemin différent et elle va être amplifiée. Donc ça permet de voir des choses qui sont très très loin. Parce que j'aime bien montrer que souvent on dit que c'était mieux avant, mais là je vais vous montrer que c'était pas mieux avant. À gauche, c'est ce qu'on avait avec Hubble, et voilà ce qu'on voit aujourd'hui avec le James Webb. Alors qui dit encore que c'était mieux avant? À Nice, ils ont tous dit que c'était mieux avant, mais je ne sais pas comment je devais interpréter ça. Si vous n'êtes pas convaincu, Hubble, James Webb. C'était mieux avant. Mais tu n'étais pas né. Hop, regardez, la différence est vraiment saisissante. On arrive vraiment, parce qu'on a infrarouge et parce qu'on a un grand télescope, on arrive à voir des choses incroyables. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on observe, vous voyez cette image? Bon, on va dézoomer pour voir un petit peu comment on a zoomé. Et je pense qu'on a une petite sensation de vertige. Savoir que ce petit point-là, il y avait des milliers de galaxies, bon, il y en a partout. Putain, il y a presque des voies spontanées, c'est quand même cool. Bon, c'est quelque chose qu'on peut voir dans l'hémisphère sud, là, ces deux galaxies qu'on voit à l'œil nu. À partir de maintenant, je vais faire le tonton qui montre ses photos de vacances. Vous savez, c'est le truc où, regardez, j'ai plein de belles images. Certaines, j'ai juste envie de vous les montrer parce que c'est beau. Là, on a l'amas de Pandore. Je sais pas, j'ai l'impression de voir 13 milliards d'années d'évolution de l'univers en regardant tout ça. Là, il y a 40 000 galaxies. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y en a qui m'ont demandé, t'as compté, ouais, c'était Dédé, ouais, comme si tu avais compté. Non, non, on a des ordinateurs aujourd'hui. Mais imagine, c'est le travail de test, tu vas compter combien il y a de galaxies. Non, non, c'est des choses qui marchent assez bien. Imaginez que là, il y a 40 000 galaxies. Et certaines, encore une fois, la lumière a mis des milliards d'années à arriver. Il y a une question qu'on se pose depuis longtemps en astronomie, c'est qui s'est formé en premier? C'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. Donc dans la galaxie, il y a des étoiles, et les étoiles sont dans les galaxies. Donc qu'est-ce qu'on a formé en premier? Est-ce que c'est les étoiles? On sait que les premières étoiles, c'est des véritables mastodontes. Aujourd'hui, les étoiles les plus grandes qu'on connaisse, elles font à peu près 150 fois la masse du Soleil. Au début de l'univers, on pense que c'était plusieurs milliers de fois la masse du Soleil. Donc c'est vraiment des étoiles énormes qui vivent très rapidement, qui explosent. Et on ne les a encore jamais vues. Ou alors, qu'est-ce qui s'est formé avant, les premières galaxies? Donc il y a cette question qui agite un petit peu la communauté scientifique. On m'a proposé une alternative, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui arrive en premier? On m'a dit, c'est qui ce mec? Bon, il était déjà là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui était là avant que la télé soit inventée, il présentait déjà la télé. Il s'appelle Michel Drucker. Il n'est pas là aujourd'hui, non? Donc pour essayer de répondre à cette question, on va essayer de chercher les premières étoiles. Donc pour ça, il faut déjà réussir à trouver des étoiles très loin. Là, je vous ai montré avec que des galaxies. Donc voir une étoile à des dizaines de milliers d'années-lumière, c'est très très compliqué. Ben, il y a celle-ci qu'on a pu détecter. La lumière a mis 10 milliards d'années à nous arriver. Ça ne veut pas dire qu'elle a 10 milliards d'années-lumière. Parce que la lumière a mis 10 milliards d'années pour nous arriver, mais entre-temps, l'étoile, l'univers est en expansion, elle s'est éloignée. Aujourd'hui, si elle n'était pas morte, elle serait à 28 milliards d'années-lumière de nous. Mais elle est morte depuis très longtemps, parce que c'est une étoile qui vit quelques millions d'années. Mais on peut essayer de faire mieux. Regardez ce truc-là. Ça n'a pas l'air très spectaculaire. Le nom, en plus, GN-Z11, pour les astronomes, ça va commencer à leur dire que ça parle un petit peu. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on n'a pas forcément trouvé les premières étoiles. Et déjà, je vais vous montrer un truc, c'est que quand on fait de la science avec le James Webb, souvent, ce qu'on a, c'est des choses comme ça. C'est des spectres. On décompose de la lumière en fonction de la longueur d'onde. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a du gaz d'hélium qui a été chauffé. C'est un nuage de gaz dans une galaxie très lointaine. Quand on l'observe, on a l'impression qu'il n'y a que de l'hydrogène et de l'hélium. Donc on sait que les premières étoiles se sont formées dans tel nuage. Et maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui chauffe l'hélium. Donc les astronomes qui ont publié cet article, ils ont fait plein de calculs en disant qu'est-ce que ça pourrait être. Et a priori, la seule chose qui soit capable de chauffer du gaz de cette manière, c'est des étoiles très massives comme les premières qu'on pense. Donc on n'a pas trouvé directement ces premières étoiles, mais il semblerait qu'on ait trouvé des traces, des signes indirects de leur présence. Donc c'est cool. Hein. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Le trou noir le plus lointain, j'ai fait ce transparent il y a quelques jours, peut-être que depuis il y en a des nouveaux, mais c'est juste pour vous donner une idée, on est capable d'observer des trous noirs qui existaient 570 millions d'années après le Big Bang. Donc il y a 13,2 milliards d'années, il y avait déjà des trous noirs. Une des questions qu'on se pose, vous savez qu'au centre de notre galaxie, on a un trou noir supermassif. Sagittaire à étoile, 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc on tourne aujourd'hui, sans s'en rendre compte, on est en train de tourner autour d'un trou noir qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Quasiment toutes les galaxies ont des trous noirs supermassifs.
Donc la question qu'on se pose, c'est comment on forme ces trous noirs supermassifs. Pour former un trou noir, souvent on pensait que c'était des étoiles qui allaient s'effondrer. Le problème, c'est que si on prend des étoiles qui s'effondrent, même si elles font 1000 fois la masse du Soleil, comment on va les faire grandir rapidement jusqu'à des masses de plusieurs millions de fois la masse du Soleil? Là, c'est quelque chose à prendre encore avec des pincettes, mais ces observations combinées de l'observatoire Chandra, qui est un observatoire en rayon X dans l'espace, et le James Webb, semblent indiquer que les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, ils ne viennent pas de la mort d'étoiles, mais c'est des nuages de gaz qui sont effondrés directement. Et ça serait peut-être comme ça, mais là je prends beaucoup de guillemets, beaucoup de pincettes, donc ne répétez pas, de toute façon c'est pas sur la chaîne YouTube j'ai rien dit en tout cas. Mais en tout cas, si j'ai dit quelque chose, j'ai quand même fait attention. Je pense que c'est quelque chose d'important quand on fait de la science, c'est que la science c'est du temps long. Il y a Nicolas Laporte qui est chercheur au laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui avait fait une super présentation là-dessus, qui disait que le jour où le James Webb a publié ses premières images, je crois que dès le lendemain, il y avait une quinzaine de chercheurs qui avaient publié des résultats sur les images qu'ils n'avaient pas vues 10 heures avant, quoi. Donc c'était vraiment la course à qui allait le plus vite, et il y a beaucoup de choses qui ont été reprises dans la presse qui annonçaient des résultats spectaculaires. On n'a pas remis en cause le Big Bang aujourd'hui. Peut-être qu'on l'a remis en cause, mais ça prendra beaucoup de temps. Il faut se rappeler que la science, c'est quelque chose qui prend du temps. On ne va pas faire un parallèle avec le Covid, où vous se dites, tiens, des gens qui vont trouver une solution rapide à un problème complexe. Je vais rien dire parce que je suis à Marseille, mais j'ai dit quelque chose. Non, mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête, que la science, c'est quelque chose de complexe qui prend du temps, en fait. Et ça, le garder en tête. On a plein de choses qui peuvent nous faire peur quand on parle de la science. Enfin, là, je vous ai parlé du Covid, mais aussi le changement climatique. Il y a plein de choses qui prennent beaucoup de temps, et se rappeler que la science, ça prend du temps. Je diverge un petit peu, donc je vais continuer. Les simulations de l'univers à grande échelle montrent que l'univers est structuré sur ce qu'on appelle la toile cosmique. Ça ressemble un peu à des neurones. Donc il y a les galaxies se trouvent en amas, qui sont reliées par ces filaments de la toile cosmique. Et ce qui est intéressant avec le James Webb, c'est qu'on peut observer un petit peu le début de la structuration de ces amas de galaxies. Là, par exemple, on a un proto-amas de galaxies. L'univers avait seulement 2,3 milliards d'années. Donc on voit déjà des galaxies. Vous savez, notre Voie lactée contient à peu près 200 milliards d'étoiles. À côté, on a Andromède, c'est juste à côté, on a 2,5 millions d'années-lumière. Et on est dans l'amas de galaxies de la Vierge, donc des amas qui contiennent des milliers de galaxies. Donc là, on voit des amas qui sont en train de se former. Celui-là est super cool aussi, c'est qu'avec le James Webb et avec d'autres techniques aussi, on est capable de déterminer la distance de ce qu'on observe. Là, on voit que ces 7 galaxies sont à la même distance et qu'elles sont liées. Donc on est en train de former un amas de galaxies. Là, l'univers a 650 millions d'années. Donc on est en train de regarder des trucs tels qu'elles étaient il y a plus de 13 milliards d'années. C'est cool, hein? Un autre truc cool, donc encore une fois, Dédé dit non, les ronds, ils n'existent pas en vrai, on les a mis pour attirer votre œil. Ça m'est arrivé, non, mais c'est pas possible, il n'y a pas de rond dans le ciel. Non, il n'y a pas de rond dans le ciel. Je fais attention parce que la dernière fois, j'ai fait toute une conférence à parler de Dédé, et il y a la mairie qui m'a offert un cadeau, et l'adjoint qui m'a offert un cadeau s'appelait Dédé. Mais là, je sais que c'est pas Dédé, donc ça va. C'était une femme, donc ça se passera mieux. Ce qui est intéressant là, c'est que vous voyez, maintenant que j'ai mis les ronds, on a l'impression de voir une structure. Ces galaxies sont à la même distance. Il y a à peu près 3 millions d'années-lumière de distance, donc c'est la distance qui est entre nous et la galaxie d'Andromède, en gros. Donc on a une sorte de filament, ça serait l'un des filaments de la toile cosmique qu'on est en train de voir se tisser. L'univers, ça fait plus de 13 milliards d'années. Je vous ai dit aussi qu'on voulait comprendre comment évoluent les galaxies. Donc on sait que notre galaxie, la Voie lactée, elle grandit en fusionnant avec d'autres galaxies. Au moment où je parle, la Voie lactée est en train d'avaler d'autres galaxies. On ne s'en rend pas compte, mais elle le fait en permanence. Donc les galaxies grandissent en fusionnant. Là, je vous montre des images obtenues par Hubble et par le James Webb. Vous voyez que là où on pensait qu'il y avait une galaxie, finalement, on voit qu'il y en a 2 en train de fusionner. Donc on commence à comprendre que relativement tôt dans l'histoire de l'univers, les galaxies fusionnent. Alors vous me direz, si on veut mieux comprendre ça, là, c'est pas terrible, c'est un peu flou. Ça m'est arrivé de faire des images, genre l'image la plus nette jamais obtenue, puis des commentaires sur Facebook, ouais putain c'est flou. Je suis désolé, mais c'est un peu compliqué ce qu'on fait. Désolé pour le gros mot aussi. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de s'approcher de ces galaxies. C'est pas facile. Mais comme on ne manque pas de ressources en astronomie, c'est qu'on peut essayer d'observer des galaxies qui fusionnent et qui sont proches. C'est ce qu'on a fait. Donc là, par exemple, on a des galaxies qui fusionnent, c'est dans ce qu'on appelle le quintet de Stéphan. On voit des galaxies qui fusionnent, et ce qu'on a ici en orange, en rose, c'est du gaz qui a été compressé suite à la fusion des galaxies. Dans l'autre galaxie à côté,
Celle-ci, c'est la galaxie du roue de chariot. On voit même que ça a enclenché la formation d'étoiles. Donc on a ce gaz, et les petits points que vous voyez là, c'est des étoiles qui se forment. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle est bizarre, cette galaxie. Celle qui est en haut à gauche, elle est passée au travers. Vous faites quoi dans 3 milliards d'années? Il y a une galaxie qui s'appelle la galaxie d'Andromède qui va rentrer en collision avec la Voie lactée. Ça se passera un jeudi, plus ou moins 3 jours. Donc on a vu la fusion des galaxies. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut observer la structure de la poussière dans les galaxies. Je vous rappelais, je vous ai dit, l'univers s'est formé il y a 13,8 milliards d'années, il y a eu le Big Bang, il y a eu l'hydrogène et de l'hélium, on a formé les premières étoiles meurent rapidement. Et elles ont aussi un vent très fort. Ce qu'on voit, donc ça c'est ce qu'on voyait avec Hubble, avec le James Webb, vous voyez d'immenses trous, là, comme ici par exemple. Là, c'est des étoiles jeunes qui balayent tout le gaz et la poussière autour d'elles. Gardez-le bien en tête, parce qu'on va y arriver tout à l'heure. Donc là, les étoiles qui sont nées, elles créent des trous dans la galaxie. Là, je refais Tonton qui montre des belles images. J'ai rien à dire, mais juste c'est beau. Vous êtes d'accord? C'est des galaxies. On a plein de belles images de galaxies. Mais on voit aussi des étoiles dans les galaxies. Et souvent, quand je montre cette étoile, les gens font ouais, c'est pas terrible. C'est vrai, franchement, c'est pas hyper spectaculaire comme ça. Avec tout ce que je vous ai montré et tout. Mais imaginez que ce qu'on voit, c'est ça. C'est un tout petit bout d'une galaxie. On est à 3 millions d'années-lumière. On zoome un petit peu. Et là, on voit toutes les étoiles dans cette galaxie. Donc, on va mieux comprendre un petit peu comment évoluent ces étoiles. Et là, ouais, c'est d'accord, c'est toujours pas très spectaculaire. Hein. Regardez ce qu'on voyait avant et ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, je ne sais pas pourquoi je parle, je devrais juste montrer les images, parce qu'en fait, pour vous convaincre, il suffit de montrer l'image. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé des étoiles qui naissaient, qui faisaient des sortes de trous dans la galaxie? Cette image est extraordinaire. C'est la naissance des étoiles, les falaises de la Carène. Pour l'anecdote, je vous avais dit que je coupais comme j'étais en vacances. Je crois que le jour où ces images sont sorties, j'ai dû faire 30 interviews discrètement. Je devais m'occuper de ma nièce qui faisait du surf. Je dis excuse-moi, je vais juste aux toilettes. Et c'était un direct sur France Culture. Donc il m'appelle, est-ce que vous pouvez passer sur France Culture pour décrire les images? Alors déjà, à la radio, pour décrire des images, c'est hyper facile, vous pouvez imaginer. Mais les images, j'avais 1h30 de retard, donc j'étais à la radio en direct à décrire des images que personne n'avait encore jamais vues. C'était hyper sympa. Si vous voulez voir un petit moment de solitude. Et cette image est apparue. Et là, apparemment, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils avaient senti de l'émotion dans ma voix quand ce truc est apparu, parce que là, ce qu'on voit, c'est des étoiles en train de naître. En haut, elles sont déjà nées. Et leur vent, je vous rappelais tout à l'heure, je vous ai dit que le vent des étoiles poussait ce qu'il y a autour. Vous voulez me voir faire du chasse-neige? J'ai appris à faire un mime, je vais m'en servir. Hop, je fais super bien le chasse-neige. Hein. C'est pas le mime le plus compliqué, hein, mais je vais me en servir comme ça. Donc, le chasse-neige, qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser la neige, il va créer des sortes de murs plus loin. Là, le chasse-neige, c'est des étoiles qui poussent le gaz et créent ces falaises ici. Et ça va déclencher l'effondrement de gaz et créer de nouvelles étoiles. Donc là, on a des doigts qui font 5, 6, 7, 8 années-lumière de long, ou des étoiles qui se forment. Vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, si vous voulez faire un voyage vers ça? De toute façon, si vous dites non, je le fais quand même. Hein. Non, pas trop tard. La Carène, c'est l'une des plus grandes constellations dans le ciel. C'est l'une des plus grandes zones de formation d'étoiles dans le ciel. C'est plus grand que la pleine lune. Si vous prenez un télescope, là, encore une fois, Dédé, les carrés, c'est pas vrai, hein, mais c'est juste pour vous guider votre œil. Si vous prenez un télescope, que vous observez cette nébuleuse, ça ressemble à ça. C'est beau, hein? Mais c'est pas fini. Vous voyez le carré en haut à droite? Vous savez ce que je vais faire? On va zoomer. Hop. Ça donne ça. Là, ça commence à ressembler à quelque chose que vous connaissez. Et voilà, les fabuleuses falaises de la Carène. Les astronomes sont un petit peu... Des fois, ils se demandent ce qu'ils font de leur soirée. Il y en a qui se sont amusés à montrer que ce qu'on voyait ici, ça ressemblait quasiment à 99% à la côte de l'Algérie. Donc, je vous laisse imaginer les messages que j'ai reçus d'aider. Ouais, c'est pas une image de James Webb, c'est l'Algérie, elle représente... Non, mais c'est bon. C'est pas l'Algérie. Il y avait même des drapeaux algériens, ce truc. Parce que les Algériens, c'est un petit peu... C'est comme les Bretons, ils ont un problème avec les drapeaux, il faut toujours qu'ils démontrent, en fait. Je peux dire ça parce que je suis breton. Donc on voit des détails assez incroyables. Et donc je vous rappelle ce qu'on voit là, c'est en haut, on a des étoiles qui sont déjà nées, qui poussent le gaz autour. Et en dessous, ces étoiles qui naissent. C'est cool, hein? Là, je vais vite parce que je vois le temps qui passe, mais je vous montre juste cette image parce que c'est beau. C'est Tonton qui montre les photos. Vous êtes prêts? Si on veut mieux voir comment naissent des étoiles, on peut aller sur des endroits plus proches.
Donc là, on va faire un voyage vers le centre de la galaxie. Enfin, dans le plan du disque de notre galaxie, on a beaucoup de poussière et de gaz. C'est là que se forment les étoiles. Alors on zoome, on zoome, on zoome. Donc là, on fait 6500 années-lumière en quelques secondes. Je pense qu'on viole quelques lois de la physique au niveau de la vitesse de déplacement. Je vois une physicienne au premier rang qui approuve. Mais encore une fois, c'est juste que sinon ça aurait été un petit peu fastidieux et lent. Là, vous voyez cet endroit où se forment des étoiles. Vous reconnaissez cette forme-là? Ça vous dit quelque chose? Le suspense est incroyable. C'est ce qu'on appelle les piliers de la création. C'est, je pense, l'une des zones les plus iconiques du ciel, avec des images incroyables. Je me rappelle quand cette image est arrivée, en fait, je l'ai postée sur mon compte Twitter, celle de gauche, que je l'ai trouvée incroyablement belle. De toute façon, je l'aurais postée même si je ne l'avais pas trouvée incroyablement belle, mais celle-là était particulièrement. Et quelques minutes après, j'ai reçu un message d'un journaliste à France 2 qui m'a dit « Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée qu'on en parle au JT de France 2 ?» Et moi, je me rappelle que moi, je suis un enfant, j'ai envie de dire, du télescope Hubble. On a vu cette image prise le 1er avril 1995. Je ne connais pas toutes les dates de toutes les observations, mais ça, je m'en rappelle. Et je pense que les piliers de la création par Hubble, ça a donné envie à pas mal de gens de devenir astronomes. Je vois des gens qui secouent la tête du côté des astronomes. Et je me dis que si ce jour-là, il y a des jeunes qui regardaient, je ne sais pas ce qu'ils foutraient à regarder le JT de France 2 d'ailleurs, mais bon, s'ils regardaient le JT de France 2, peut-être que ça leur aurait donné envie, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le public touché. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi ce côté, quand on vous montre ces images, on apprend des choses avec, mais aussi on sème des petites graines, et peut-être que demain, il y aura des petites astrophysiciennes ou des petits astrophysiciens qui vont faire de belles choses. On en reparle dans 20 ans quand on sera collègues. Ça, cette image, c'était la première des piliers de la création. Donc là, encore une fois, on a des trucs qui font plusieurs années-lumière de long, avec des étoiles qui se forment. Pour Halloween, les Américains avaient sorti une version à plus grande longueur d'onde, avec des couleurs un petit peu spooky, comme on dit en anglais. Donc c'est vraiment les... Et vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit, comme on m'avait dit, un mec de Baltimore, il y a Joe qui arrive, qui va porter l'image, et là, il fait, cette fois-ci, c'est Manu. Donc Manu, c'est notre cher président Emmanuel Macron, qui arrive visiter la NASA, et du coup, ils avaient fait cette image pour lui. C'est assez classe, quand même. Moi, quand je vais visiter la NASA, on ne fait pas une image du James Webb. Et c'est spectaculaire. Vous voyez un petit peu toutes les structures qu'on voit? C'est un petit peu comme regarder les nuages, on voit des formes assez bizarres. C'est pas vrai, hein. Dans les nuages, il n'y a pas vraiment de lapins, de poules, des choses comme ça. Ça, c'est juste pour vous montrer la différence entre Hubble et James Webb. Je suis assez facétieux, donc j'avais posté ça aussi sur Twitter en disant, tiens, vous voyez des structures, vous voyez des formes assez bizarres. Et il y a un mec qui me suit qui s'appelle Boulet, je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est un dessinateur un peu connu, qui s'est amusé, en quelques craies de crayon, quelques minutes après, il m'a envoyé ça, je trouvais ça sympa en fait. Et encore une fois, non, il n'y a pas de chien dans les piliers de la création. Donc, je passe assez vite, mais ça pourrait être le sujet d'une conférence entière. Les étoiles se forment dans le milieu interstellaire, donc c'est du gaz et de la poussière. Après le Big Bang, il n'y avait que l'hydrogène et l'hélium. Et elles évoluent différemment selon leur masse. Donc à droite, ces étoiles massives vont commencer à grandir, puis exploser en supernova. Et tous les atomes qu'elles créent pendant leur vie vont repartir dans le milieu interstellaire. Les étoiles de faible masse, elles vont faire la même chose, elles ne vont pas exploser, elles vont juste donner une super belle nébuleuse planétaire. Si vous n'avez pas quoi faire dans 5 milliards d'années, donc dans 3 milliards d'années, il y a Andromède qui arrive, dans 5 milliards d'années, il y a le Soleil qui meurt. Ça va être assez sympa. Spoiler, je pense que l'humanité aura disparu depuis longtemps d'ici là. Donc on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et le James Webb a fait des choses extraordinaires. Si on regarde par exemple des simulations de formation d'étoiles, on pense que, je vous ai dit tout à l'heure, les étoiles se formaient par contraction d'un nuage de gaz. Elles avalent du gaz, mais elles en rejettent aussi sous forme de jets. Le problème, c'est que ces jets sont derrière d'immenses nuages de poussière qui sont difficiles à voir. Donc à quelle longueur d'onde ça serait mieux d'observer à votre avis, sachant que la conférence parle de l'infrarouge, que l'on parle que de l'infrarouge? C'est bien, vous suivez. Regardez ce qu'on a pu voir avec le James Webb. Vous êtes prêts? Donc là, c'est une étoile en train de naître et qui balance des jets de matière, donc du gaz qui part à 1000 km par seconde. Ça fait 1000 km, je ne sais pas si vous imaginez. 1000 km, c'est beaucoup. Hein. Il vient de me dire qu'il pleuvait en Bretagne. En une seconde. Ces jets de matière. Je vous les montre juste parce que c'est joli, mais c'est assez incroyable. Celle-ci aussi, là, on voit des étoiles en train de se former. Donc on voit ces immenses endroits-là, ce qui se passe ici. Si vous regardez bien là, on a un disque de poussière. Et là, c'est ici que vont sans doute se former les planètes. Donc on a une étoile qui se forme avec des planètes qui se forment autour. On peut voir ce qui se passe avant
l'explosion d'une supernova. Donc là, c'est une étoile qui est en train d'éjecter du gaz. D'ici 10 000 ou 100 000 ans, elle devrait former une supernova. On attend. En fait, les astronomes pourraient faire ça, mais ils ne sont pas non plus... Ce qu'on peut faire, pour comprendre comment les étoiles explosent en supernova, on peut se dire qu'il y en a qui ont déjà explosé avant. Et essayer de les regarder. En 1054, en Chine, des gens, il y a quelqu'un qui parle chinois ici? Non, du coup, je peux dire n'importe quoi. Ils ont observé une nouvelle étoile dans le ciel, Qingzhie. Je crois que c'est pas très loin de ça. Ils ont appelé ça l'étoile invitée. Ils ne savaient pas ce que c'était. Il y a un peu plus de 2 siècles, il y a un Britannique qui a découvert une nébuleuse, donc un nuage de gaz et de poussière, dans la direction où les Chinois avaient observé ça. Est-ce que vous voulez faire un problème de maths hyper complexe? Ouais. Imaginez, je roule à 100 km/h. Vous allez me dire, on dirait le mime du chasse-neige. Oui, j'en ai appris qu'un. Et je dois faire 200 km. En roulant à 100 km/h, combien de temps il me faudra? 2 heures. Donc ça, si je vous donne une vitesse et une distance à parcourir, vous savez mesurer le temps. Ben là, on connaît la taille de la nébuleuse et on sait à quelle vitesse le gaz est en expansion. Donc on peut facilement calculer depuis quand il est en expansion. Le gaz est en expansion depuis à peu près 1054. Donc là, on voit ce que les Chinois ont observé en 1054. C'est une étoile qui est explosée en supernova, et là, elle est en train de répandre dans la galaxie tous les atomes qu'elle a créés au cours de sa vie. Donc on voit notre galaxie qui s'enrichit en atomes nouveaux. Ça fait un petit peu comme le Beaujolais, sauf que cette fois-ci, c'est bon. Il n'y a personne du Beaujolais, il n'y a personne de susceptible. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que, petite anecdote encore une fois, que j'étais en vacances pendant que les images sont sorties. Le mec, il est tout le temps en vacances. Non, mais il y en a eu 5 qui sont sortis en même temps. Et quand ils ont fait la présentation, ils montraient cette étoile qui meurt. Et il se trouve que ça, c'est mon sujet de recherche, ces étoiles qui meurent. Ouais, toutes les autres choses dont je parlais tout à l'heure, je ne connais pas du tout. Et là, ils disaient, bah, c'est cool, en fait, on ne voit pas une étoile qui meurt, mais 2. Et j'ai reçu, je ne sais pas combien, j'ai peut-être 100, 200 emails dans la journée de collègues qui disaient, en fait, il n'y en a pas 2, il y en a 3, puis une heure après, il y en a 4. On s'en est rendu compte qu'il y en avait 5. Et moi, comme j'étais en vacances, du coup, je n'ai pas trop regardé mes emails quand même. La communauté qui travaille là-dessus a décidé de faire un papier communautaire. Donc tout le monde de la communauté a signé, sauf moi qui étais en vacances. Attendez, vous savez comment ça marche la recherche? C'est que quand on fait une découverte, on publie le truc, et il y a quelqu'un qui va vérifier que ça a été bien fait le travail. Donc il y a toute la communauté, il y a peut-être 300 qui ont signé, il y en a 2 qui ont bossé. Et moi, du coup, je me suis amusé à tout vérifier, parce que c'est à moi qui ai envoyé après, parce que j'étais le seul disponible à ne pas avoir signé le papier. Donc là, ce qu'on voit, c'est pas une étoile qui meurt, mais 4 ou 5 étoiles qui meurent. Cette nébuleuse est connue des astronomes amateurs. C'est la nébuleuse de l'Anneau. Vous avez l'impression de voir une ellipse. En fait, ce qu'on voit, c'est plutôt un tonneau vu d'au-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait de l'astronomie, on ne voit pas la structure des choses, on voit comment la lumière en sort quand il y a de la poussière autour. Là, vous voyez toutes ces traînées, là? Ça, il y a des trous dans le tonneau, et c'est la lumière de l'étoile qui passe au travers. Donc c'est assez difficile. J'aime bien faire l'analogie. Imaginez une citrouille. C'est Halloween, vous faites un trou dans la citrouille. Quand il fait jour, vous regardez la citrouille, vous voyez la forme de la citrouille. Vous mettez une bougie dans la citrouille, il y a un trou en forme d'étoile, ben vous verrez une étoile. Et c'est un petit peu ça qu'on fait quand on fait de l'astronomie, surtout quand il y a de la matière autour des choses, c'est qu'on ne voit pas la forme intrinsèque de la chose, on voit comment la lumière en sort. Et du coup, il faut réfléchir un petit peu. Là, je vois des gens qui font, je ne sais pas s'ils baillent ou s'ils font, waouh, on va dire qu'ils sont émerveillés. Ça, c'est le slide qui a intéressé le plus les gens en Bretagne. Vous avez deviné pourquoi? Non, c'est hyper important. Les étoiles meurent, tous les atomes qu'ils ont créés vont dans le milieu interstellaire, donc on va pouvoir faire de la chimie complexe. Donc, cette image ne nous apprend pas grand-chose, mais en décomposant la lumière qu'il y a ici, on peut voir qu'il y a des molécules organiques. Donc à un endroit où vont se former des étoiles, il y a des molécules organiques, ceux dont on a besoin pour la vie. Il y en a une qui a particulièrement intéressé les gens, c'était un truc qui s'appelle l'éthanol. On a trouvé de l'alcool, j'ai fait le calcul, si on prenait... C'est une moyenne basse pour un Breton, donc 10 litres d'alcool pur par jour, c'est vraiment une moyenne basse. C'est l'été, on ne pas trop. En considérant qu'il y avait 2 millions de Bretons, je crois qu'il y avait de quoi les faire boire pendant plusieurs millions de fois l'âge de l'univers. Depuis, c'est la folie, il y a des bateaux qui sont en train de partir de Morlaix tout près. Enfin, je leur dis que c'est un peu compliqué, c'est pas tout près, mais bon. C'est-à-dire que s'il y a de la vie, au moins ils se feront pas chier. Un autre truc super cool aussi, ça c'est dans Orion, on a trouvé des molécules, un truc qui s'appelle le CH3+. C'est un collègue de Toulouse qui s'appelle Olivier Bernet qui a mené cette étude. C'est l'une des molécules les plus importantes pour la chimie organique qu'on cherchait depuis des décennies, et on l'a observé. Donc, on forme le Big Bang forme de l'hydrogène et de l'hélium,
les étoiles créent de nouveaux atomes, ils les envoient dans le milieu interstellaire, et dans le milieu interstellaire, on commence à voir des molécules organiques. Vous me voyez peut-être venir. Non, je ne vais pas annoncer la vie. Ça ne serait pas aujourd'hui qu'on annoncerait la découverte de vie ailleurs. Donc tout ça, ça va repartir dans le milieu interstellaire. Là, on va dans le grand nuage de Magellan, qui est une galaxie voisine. On est à 161 000 années-lumière, donc c'est juste à côté. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, c'est après la porte d'Aix, on y revient toujours. Il y a la plus grande région de formation d'étoiles dans l'univers proche. Donc c'est là qu'on connaît les étoiles les plus massives de la galaxie. Et le James Webb, je vais passer le zoom parce que je vois le temps qui avance. Le James Webb nous a révélé ça. C'est encore la même chose. On a un amas d'étoiles, du gaz et de la poussière autour, et les nouvelles étoiles vont pousser, vont créer des cavités. Là, ils vont encore avoir des étoiles qui vont se former. C'est vraiment un cycle. Et évidemment, ce qu'on va essayer de se poser comme question, je vais passer vite là-dessus, mais c'est les étoiles qui vont se former. Il y aura des planètes qui vont se former autour. Est-ce qu'il y aura à quoi vont ressembler ces planètes? Aujourd'hui, on est capable d'étudier l'atmosphère de ces planètes. Par exemple, il y avait 5 images qui ont été publiées le premier jour. Il y a quand même une où on montrait qu'il y avait de la vapeur d'eau autour d'une exoplanète qui tourne autour de son étoile en 64 heures. Je ne sais pas s'il y a de l'alcool là-bas, mais le nouvel an, c'est tous les 64 heures. C'est quand même pas mal. Comment on fait ça? Il y a une des techniques, ce qu'on appelle les techniques des transits. Donc, on a une étoile, la planète passe devant. La quantité de lumière qu'on reçoit d'étoiles diminue. Donc, si on mesure la quantité de lumière qu'on reçoit d'étoiles, on voit qu'on en a moins à un moment, puis ça va remonter. Ça, c'est ce qu'on appelle un transit. Donc, si on mesure que la quantité de lumière reçue d'étoiles baisse, on se dit qu'il y a quelque chose qui est passé devant. En mesurant la quantité de lumière qu'on reçoit, on peut déterminer des choses sur l'orbite de la planète et ses dimensions. Avec le James Webb, et là, peut-être que les astronomes vont voir un truc nouveau. Là. Si on le fait à différentes longueurs d'onde, on peut voir qu'il y a des endroits où la planète qui passe devant, elle fait un trou plus grand. Pourquoi? C'est parce qu'elle a une atmosphère. Et cette atmosphère, si on regarde à quelle couleur on le voit, on peut voir de quoi est faite l'atmosphère. Donc c'est comme ça qu'on a détecté, par exemple, du CO2 dans l'atmosphère d'une planète. CO2 qui est un truc qu'on a beaucoup sur Terre et de plus en plus, c'est peut-être un petit peu trop. Il faudrait faire quelque chose pour ça, d'ailleurs. L'une des techniques sur lesquelles travaillent les gens de Marseille, je ne sais pas si tu es sur le papier, voilà, si vous pouvez applaudir, elle a participé au papier, donc s'il y avait des questions, non, sérieusement, applaudissez-la. Et Elodie. C'est quand même la première image directe d'une planète avec le James Webb. Vous avez sûrement vu des images de planètes autour d'autres étoiles incroyables avec des montagnes, des trucs. Non, en fait, ça, c'est une image incroyable. C'est le mieux qu'on puisse faire. Et il y a des gens à côté qui vont dire « Ouais, c'est nul, c'est flou, j'ai vu mieux ». Je fais « Non, en fait, on ne peut pas faire mieux que ça ». Et ce qui est cool avec le James Webb, c'est que du coup, on a des images à différentes couleurs, on peut essayer de comprendre l'atmosphère de la planète. Donc là, on a une atmosphère, c'est aussi chaud que ça. Quelqu'un veut mettre le doigt dedans? Non. Donc c'est assez incroyable. On a même trouvé une planète où il pleuvait du quartz, avec des vents de 1500 km/h. C'est sympa. Météo aujourd'hui sur la planète WASP 130, il va pleuvoir du quartz, super. Dans le système solaire, on a fait des découvertes assez extraordinaires. Tout le monde connaît les anneaux de Saturne. On le savait déjà, mais là on voit les anneaux de Jupiter, les anneaux d'Uranus, les anneaux de Neptune. Les anneaux de Neptune, il y a une petite histoire sympa, il y a André Breuil qui a découvert des morceaux d'anneaux. Il a découvert ça un 14 juillet, ils ont été nommés Liberté, Égalité, Fraternité. Évidemment, on va chercher de l'eau. Ça va arriver. Encelade, c'est une des lunes de Saturne. Elle a un océan souterrain où il y a plus d'eau que sur Terre. Il y a des geysers à sa surface. On pensait que ça envoyait de la vapeur d'eau à quelques kilomètres. En fait, on a vu une plume de 9000 km qui allait remplir tout le système de Jupiter. Non, de Saturne, pardon. Donc si vous arrivez sur Saturne avec du pastaga, il y aura de l'eau. C'est la bonne nouvelle. Pour les autres, on dit ça, l'eau c'est important pour la vie. Je sais qu'à Marseille, je m'adapte à mon public. Hein, à boire avec modération d'ailleurs, j'en profite. C'est bien de l'eau. On a aussi trouvé de l'eau sur une comète. Donc l'eau, on la trouve en abondance dans le système solaire. L'une des plus belles découvertes, je pense, qui a été faite dans le système solaire, c'est Europe, qui est une des lunes de Jupiter, où on sait qu'il y a de l'eau sous l'océan. On voit qu'il y a de la matière qui remonte à la surface, et que c'est de la matière organique. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on a trouvé de la vie, hein, mais on trouve quand même des molécules organiques qui remontent à la surface de lune de Jupiter. C'est plutôt cool. Et je vais m'arrêter là avec une image qui n'est peut-être pas la plus spectaculaire visuellement, mais qui pour moi résume parfaitement ce qu'est le James Webb et ce que fait le James Webb. Qu'est-ce qu'on voit ici?
On a Neptune, donc aux confins du système solaire, on est à 4 milliards de kilomètres de la Terre, à 4 heures-lumière. Ici, on a une petite galaxie qui a 1 milliard d'années-lumière. Et tous les petits rouges qui sont là, les points rouges qui sont là, bah, c'est des galaxies à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 11, 12, 13 milliards d'années-lumière. La lumière a mis 13 milliards d'années pour venir. On voit vraiment, quand on regarde cette image, on a une sensation, enfin moi j'ai une sensation de vertige de me dire qu'on voit notre univers en 3 dimensions. Et ça nous raconte un petit peu l'histoire de notre système solaire, de notre galaxie, de l'univers en général. Et je vais m'arrêter là en faisant un petit peu de pub. Donc, si vous aimez bien les astronomes qui racontent des anecdotes, c'est un petit peu l'histoire de mon livre qui s'appelle Une histoire intime des étoiles, l'Odyssée cosmique. Et ça a été annoncé hier, là, on commence une tournée avec un humoriste qui s'appelle Guillaume Meurice, je ne sais pas si vous connaissez. On passe en septembre à Miramas. Là, je ne devrais pas le dire, mais il y a des chances qu'on passe à Marseille un moment, comme ça enregistré, je ne dis pas quand ni où. Mais il y a des chances que vous me voyez dans le coin. Donc si vous voulez entendre parler d'astronomie de manière drôle, bah, il y aura moi qui parle d'astronomie et puis l'autre il est drôle en fait. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui lève la main frénétiquement là. Merci beaucoup, Eric. Alors, on a un petit quart d'heure de questions. Merci beaucoup Eric, c'était passionnant. J'ai 2 questions. La première question, c'est à quelle vitesse il se déplace ce télescope James Webb? En fait, ça dépend du référentiel en fait. Mais quelqu'un a une idée de la vitesse, tu sais, toi, Elodie? Par rapport à la Terre? En fait, c'est un point plus ou moins fixe qui tourne autour d'un point fixe. Mais en fait, la vitesse dans l'espace, ça dépend à chaque fois de par rapport à quoi en fait. Mais donc là, pour donner une idée, les 1,5 million de kilomètres, il a mis 2-3 mois à le faire. Ok. Donc je te laisse faire des maths. Merci. Et ma deuxième question, c'est quand toi, pour travailler, pour faire ton métier d'astronome, quand tu as besoin d'une image, d'une photographie réalisée par ce télescope, tu fais quoi? Tu fais le 06 de la NASA et Non, tu leur j'appelle dis Joe. j'ai besoin du J'appelle télescope? Joe, je lui dis en fait, il y a Giscard qui m'a demandé si je pouvais faire des Non, en fait, Ou vous avez des allotements par laboratoire? Comment ça se... Non, bah, c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il y a donc, à peu près une fois par an, il y a un appel d'offres qui est fait, donc qui veut observer. Donc l'idée, c'est que tous les astronomes qui veulent utiliser ce télescope font une justification, qui dit bon, on veut observer ça, ça va répondre à cette question, c'est hyper important. Et il y a un comité d'experts. Moi, j'ai eu la chance d'être, enfin la chance, je sais pas parce que c'est beaucoup de travail, d'être dans ce comité la dernière fois, qui va lire les demandes. En gros, il y a un facteur de pression de 14-15. Donc pour 14 demandes acceptées, il y en a une qui passe. Et on va juger suivant les... tout se fait au mérite scientifique. Ça ne dépend pas de quel pays tu viens ni quoi que ce soit. Si tu fais une demande qui est importante, le but, c'est de maximiser le retour scientifique de l'instrument. Il y a plusieurs télescopes qui fonctionnaient comme ça en disant les gens gardent le temps pour eux. Et par expérience, ça marche quand même mieux quand c'est ouvert parce que ça permet d'avoir des nouvelles idées. Et le but, c'est, encore une fois, je parlais tout à l'heure de travail collectif. La science, c'est quelque chose qui avance mieux quand c'est collectif. Et je pense que ça marche très bien comme ça. Je vais avancer parce que j'ai de la lumière dans les yeux. Je ne sais pas si... Je sens que tu avais des questions, toi. Pourquoi, lorsque une étoile se forme, vous avez dit qu'autour, les nuages de gaz, ça formait un disque? Le mec, alors, imaginez Surya Bonali. Non, ça ne te parle peut-être pas aux plus jeunes. Alors, Surya Bonali qui fait du patinage. Là, j'ai le micro, je ne peux pas tendre les 2 bras. Imaginez que je tende les 2 bras. Quand c'est que je tourne le plus vite, quand j'ai les bras comme ça ou comme ça? Comme ça. On voit des gens qui... Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai le micro, sinon je vous aurais fait une démonstration incroyable. En fait, il faut savoir qu'un nuage de gaz, enfin quelque chose de grand qui tourne lentement, quand il se contracte, il va tourner de plus en plus vite. C'est ce qu'on appelle la conservation du moment cinétique. Donc les nuages de gaz, pour une raison X, Y, il y a toujours un petit truc qui va les tourner un petit peu. Donc quand ils sont grands, ils tournent légèrement. Et quand ils se contractent, ils commencent à tourner de plus en plus vite. Est-ce que quelqu'un a des enfants ou des petits-enfants? Est-ce que vous voulez faire une expérience super cool? Prenez un ticket, vous mettez les enfants dessus, vous tournez super vite, et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se faire éjecter, c'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Après, vous pouvez le faire autrement, mais c'est un truc assez rigolo. En général, les enfants, ils le font une fois, après, j'en ai marre de tes expériences. Donc la force centrifuge va faire qu'à cause de la force centrifuge, donc le nuage il va être en contraction, et il va tourner de plus en plus vite, et la matière va s'étaler dans le sens perpendiculaire de la rotation. Donc,
Il faudra fermer les parcs demain à Marseille, il y aura des accidents. Non, ne le faites pas, ou alors avec des gens que vous aimez pas. Mais pourquoi, Alexis? Non, en gros, c'est ça ce qui se passe. C'est que vraiment, le disque est dû à ce qu'on appelle la conservation du moment cinétique, dont Yabonaki, et puis la force centrifuge. Mais très bonne question qui n'a pas du tout été suggérée pendant la conférence. Alors, où se trouve cet observatoire de Longchamp? C'est à Longchamp. Derrière le palais Longchamp. Derrière le palais Longchamp, donc vous montez... c'est le tram 2, non, c'est ça? Je ne suis pas de Marseille, mais... Voilà, c'est vers le... Voilà. Merci. Et là, avec un super service de transport en commun, c'est ça qu'il faut dire? C'est pas la ville, non? Oh, un truc moyen, en fait. C'est plus enregistré pour les questions, je peux dire ce que je veux. Les images du James Webb, elles mettent combien de temps à arriver sur Terre? Ça fait 300 000 km par seconde, et on est à 1,5 million de kilomètres, je te laisse faire le calcul. À demain? Non, ça va à la vitesse de la lumière, en gros, c'est quelques secondes. Après, ça dépend, des fois, ils gardent un petit peu, ils les envoient après. Mais techniquement, le voyage, c'est quelques secondes. Tu pourras faire le calcul quand tu seras sur le tourniquet demain. J'ai pas compris ce que c'est les trous noirs. Enfin, c'est dangereux, c'est... Les trous noirs. Est-ce que je peux raconter une anecdote? Je vais parler avec Alexis. On a un ami en commun qui s'appelle justement Guillaume Meurice. Première question qu'il m'a posée quand il m'a rencontré, c'est: est-ce que si on rentre dans un trou noir, on peut retrouver la dignité de Manuel Valls? J'ai fait oh. Alors je lui ai dit, l'astrophysique est capable de répondre à des questions hyper complexes, mais ça a des limites. Mais par contre, Guillaume, je peux t'expliquer un truc simple, c'est qu'un trou noir, c'est quand tu rentres dedans, tu ne peux pas en ressortir. Donc c'est un peu l'inverse de la prison de la santé pour les Balkany. Je vulgarise. Donc en gros, c'est ça, un trou noir, c'est quelque chose dont tu vois, par exemple, je vais reprendre le briquet, si je lance, il va retomber. Si je lance une fusée à une certaine vitesse, elle va réussir à s'échapper de la Terre. Sur Terre, c'est à peu près 11 km par seconde, la Lune, c'est 3,5 km par seconde, tu vois les astronautes. On allait sur la Lune, hein, pour si Dédé est resté. Donc sur la Lune, c'est un peu, le champ de gravité est moins fort. Si on a un truc hyper massif, la vitesse d'échappement, c'est une simplification, c'est plus compliqué en vrai, mais ça pourrait être 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière, t'as fini le calcul? Ça veut dire que pour s'en échapper, il faudrait aller plus vite que la vitesse de la lumière, on sait qu'on ne peut pas aller. En gros, ça c'est l'explication classique, c'est que quand on est dans un trou noir, on ne peut pas en sortir. L'explication d'Einstein, c'est que les masses déforment l'espace et le temps. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré le lentille gravitationnelle, les masses déformaient la façon dont la lumière se propage. Donc si on a une masse très grande, on peut avoir une sorte de trou dans l'espace-temps. Pour expliquer, pour que les gens comprennent un petit peu, c'est que le trou noir, c'est un truc qui est presque aussi dense que du Kunyaman. Le Kunyaman, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire gâteau au beurre en breton, je viens de vous donner la recette. Ouais, il faut rajouter du sucre aussi. Alors d'abord, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. J'ai aussi une question sur... ça concerne, ça concerne les trous noirs et pas le Kunyaman. Vous avez parlé de fusion de galaxies. Est-ce qu'à la fusion j'imagine donc que les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies vont fusionner aussi. Et cela crée donc aussi des ondes gravitationnelles? A priori. En fait, ce qu'on observe actuellement, c'est en fait, les ondes c'est un peu technique. L'onde gravitationnelle, c'est quelque chose qui a été prédit. Je n'explique pas pour vous, mais pour les autres. Par Einstein, dans sa théorie de la relativité générale, il y a un peu plus d'un siècle, il prévoit que s'il y a des choses qui fusionnent, ça devrait créer des ondes gravitationnelles. On a détecté les premières en 2015. Donc ce qui se passe, c'était des trous noirs qui fusionnaient, mais avec une masse plutôt stellaire. Donc c'était je ne sais pas si vous imaginez, il y a deux trous noirs qui ont fusionné il y a 3 milliards d'années-lumière, il y a 3 milliards d'années. Leur signal leur est arrivé, et l'énergie qui a été produite pendant une fraction de seconde quand ces trous noirs ont fusionné, ça a été plus grand que toutes les étoiles de l'univers réunies. Et ça fait un cataclysme énorme qui a déclenché un mouvement sur Terre qui est aussi grand que si on voulait mesurer la distance Terre-Lune aux cheveux près.
Donc on essaie d'observer quelque chose de très petit. Et ça, on a réussi à le faire. Mes trucs, pour observer les ondes gravitationnelles qui viennent de trous noirs plus grands, il faudrait un autre domaine de fréquence. Donc c'est des nouveaux télescopes qui vont être construits en fait. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. C'est prévu. Le grand rendez-vous. Enfin, je vais pas donner de date. Je vais pas donné de date pour le LT parce que les astronomes, on est bon pour trouver des noms. Vous savez, le Tarpin, Large Télescope. Mais en général, quand on donne des, faut pas trop se mouiller sur les dates parce qu'il risque d'avoir des. Enfin, c'est un petit peu comme les services transport. Non, on m'a dit de ne pas dire de mal. J'avais une question sur un sujet que vous avez évoqué au cours de votre brillante conférence, par rapport à quelque chose que j'ai entendu juste avant de venir, coïncidence, et qui évoquait un trou noir. Alors on apprend des choses à la télé si on regarde Science et Vie télé. Et donc, enfin bon, il parlait donc la découverte d'un trou noir, ou objet le plus lointain, représentant une masse d'1 milliard de soleils, et situé à 13,5 ou 7, entre les deux, milliards d'années-lumière de la Terre. Compte tenu du chiffre que vous évoquiez de la création de l'univers, et puis après des différentes phases qui se sont succédées, comment, je me posais la question, j'essayais de faire un calcul là dans l'heure qui est venue. Savant de Marseille, comme on dit. Voilà. Comment un trou noir d'une telle masse a pu se former en un si court laps de temps? Mais je dois vous avouer que j'ai pas regardé. Enfin, c'est quelque chose qui doit être récent. J'étais dans le train aujourd'hui, donc je ne sais pas exactement ce que vous avez dit. C'est une émission qui rediffuse régulièrement, bon, avec Rocard, avec non, mais, des gens comme ça. Ce qui se passe, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont vraiment spécialistes des trous noirs ici. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais l'une des possibilités que j'ai vues, c'est que les trous noirs pouvaient venir justement pas de la mort d'étoiles, mais de l'effondrement du gaz directement. Peut-être que tu veux dire quelque chose, toi? Il y a un spécialiste là. Je vous présente Samuel Boissier, ancien président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique, que j'aime bien mettre à l'aise. Merci. J'ai été président de la Société française d'astrophysique, mais après, il a été président de la Société française d'astrophysique. Hein. Donc voilà. Non, en fait, juste pour dire sur les trous noirs primordiaux, en quelque sorte, là, ceux qu'on essaye de trouver très très loin, effectivement, c'est une grande question dans le domaine de la cosmologie, parce que, effectivement, si on en trouve qui ont été faits très tôt, après le Big Bang, est-ce que ça va remettre en cause nos scénarios? Donc c'est très débattu, en fait, ces choses-là, actuellement. Donc effectivement, il y a des trous noirs très massifs qui ont été trouvés. Peut-être que c'est l'heure, hein, je crois que c'est l'heure. Donc on ne sait pas encore si ça remet vraiment en cause la cosmologie. Et effectivement, comme disait Eric, il y a d'autres façons de faire des trous noirs. Et donc il y a un gros débat dans la communauté. Enfin, c'est pas du débat, c'est des discussions et des théories sur comment est-ce qu'on peut faire les premiers trous noirs, en fait. C'est une grande question qui est encore un peu ouverte, en effet. Je peux rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose d'hyper important, ce que tu viens de dire, Samuel. Pas dans ce que tu viens de dire exactement, mais la façon dont tu as présenté les choses. Il y a des choses importantes à savoir en science. C'est de savoir dire on ne sait pas, c'est important. En fait, souvent à la télé, dans les médias, les gens ils annoncent des trucs, on sait, et on a l'impression que la science c'est un dogme. La science c'est pas du tout un dogme. Et il y a deux niveaux de je sais pas. Là, vous avez vu les deux niveaux. J'ai une question, je dis je suis pas spécialiste, je sais pas. Ça ne veut pas dire que la science ne sait pas, c'est dire que moi je sais pas. Samuel est spécialiste du sujet, il peut vous dire ce que connaît la science aujourd'hui. Et je pense que c'est important de se rappeler de ça, c'est qu'un scientifique n'a pas le savoir absolu. Je peux vous parler de plein de choses, mais des sujets techniques comme ça, c'est important d'avoir les spécialistes. J'ai dit du mal de la télé déjà? Parce qu'à la télé, on a des gens qui sont spécialistes de tout. Et en général, ils donnent leur avis sur tout, et surtout leur avis, et c'est pas forcément hyper intéressant. Donc je pense que c'est important de garder ça en tête, et que la science, c'est aussi des choses, on avance, j'aime bien expliquer que on a un but commun, c'est la création d'un savoir. C'est un immense puzzle, un puzzle avec des millions, des milliards de pièces, et chacun met sa petite pièce comme ça, et on essaie d'avancer comme ça. Des fois, il y a des endroits où ça frotte. Donc est-ce qu'il faut tout changer? Parce que là, comme disait Samuel, les mesures semblent indiquer qu'il y a un petit problème. Est-ce que on va réussir à mettre la pièce, c'est juste un tout petit souci? Ou alors est-ce qu'il va falloir changer tout un coin? Donc c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. Et ce qui est bien aussi avec la science, c'est que des fois, il y a des gens qui disent je ne sais pas, mais il y a des gens qui vont dire qu'ils savent alors qu'ils ne savent pas. Mais la science s'auto-corrige. Parce que quand on fait des articles scientifiques, c'est vérifié par nos pairs, ça doit être reproductible. Reproduire le Big Bang, c'est pas simple, mais reproduire les résultats, on doit pouvoir le faire. Et donc s'il y a des gens malhonnêtes,
On arrive à le voir aussi. Et je pense que c'est aussi ça qui permet de faire en sorte que la science avance. C'est que c'est un travail commun de gens à 99 ou à 99% hyper honnêtes, hyper motivés. Et moi, je suis vraiment fier de faire partie de cette aventure. Ma contribution est minime. Hein. Et on se dit, on est tous ensemble depuis des générations et on essaie de faire avancer le puzzle de la connaissance. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps, je te vois. Non, c'est. Et je pense que c'est une bonne façon de conclure. Et je vous remercie C'est en tout cas. parfait timing. Merci beaucoup, Eric. Désolé pour tous les derniers bras levés, mais Eric est encore là pendant 30 minutes pour une séance de dédicace. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller le rencontrer pour lui poser toutes vos dernières questions. Et merci d'avoir conclu sur cette dernière discussion sur les contributions et ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas en sciences.